Les discussions vont être ouvertes avec la CEDEAO pour parler de tout ça. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas d'un côté vouloir que son pays avance dans le progrès et d'autre côté faire les efforts nécessaires pour qu'il n'y ait pas la stabilité, il n'y ait pas le dialogue nécessaire pour ça. Les forces vives ne se sont prêtées à aucun dialogue dans ce pays depuis le début de la transition. Comment peuvent-ils contribuer? Nous voulons qu'ils contribuent à la stabilité, à la paix, à la conduite, à la bonne marche. Lorsque vous dites on ne dialogue pas, on ne participe pas à la gouvernance, on ne participe à rien du tout, est-ce que vous voulez vraiment que les choses avancent? Lorsque vous voulez que les choses avancent, la première chose à faire, c'est de vous engager pour que dans le travail-là. Et donc, comme cela a été fait par tous les premiers ministres de Guinée, la porte du dialogue est restée ouverte et leur place sont réservées pour qu'ils acceptent d'être autour de la table et qu'on réfléchisse. Il n'y a pas d'un côté des gens qui sont soucieux de l'intérêt de la Guinée et de l'autre côté des gens qui ne sont pas soucieux. Je pense qu'il faut déjà que chacun respecte l'autre. Nous sommes tous soucieux de la Guinée, nous sommes soucieux que ce pays avance dans le bon temps et qu'il inclut l'ensemble de ses fils et filles pour son progrès. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est important pour eux. Il faut donc qu'on se retrouve autour de la table. Vous ne pouvez pas vouloir une chose de son contraire. Ils ne veulent pas le dialogue. En tout cas, depuis le début, ils ne se prêtent pas au dialogue. C'est bien qu'ils aient répondu à l'invitation du Premier ministre Baoui. Oui. Alors, au début, ils avaient fait de même avec M. Béavogui, quand il était Premier ministre. Certains étaient venus, mais ça n'a pas fait long feu. Si c'est de juste venir pour dire, OK, c'est ce que je voulais pour ne pas que ça marche, et puis voilà, c'est juste un prétexte, mais ce pays va longtemps faire du surplace sur les questions du dialogue et du partage d'expérience. Il faut que les Guinéens regardent l'intérêt du pays et qu'on sorte de petits calculs politiciens, juste à rechercher, à mettre les bâtons dans les roues de l'autre, et puis pour que le pays avance. Parce qu'in fine, s'il n'y a pas de progrès dans cette transition, c'est la Guinée qui aura perdu. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya, ce n'est pas Paul Pierre, c'est la Guinée qui aura perdu. Donc si vous voulez que la Guinée avance, vous commencez par accepter le dialogue. Et c'est quand on va au dialogue, on vient souvent avec la bonne volonté. Ils ne veulent pas du dialogue. Vous voulez quoi? Les gens qui veulent du dialogue sont au courant. On invite tous les mois, il y a des comités de suivi et de pilotage de la... Ils ne se réunissent pas ces derniers temps, mais qui s'est réuni régulièrement ici pour faire le point de l'état d'avancement du chronogramme. Au moins, s'ils suivaient ça, ils n'allaient pas être surpris, ils allaient voir ce qui se passe. Mais ils refusent le dialogue, ils refusent de venir à ces comités, ils refusent de participer à aucune... Comment voulez-vous qu'ils soient informés? Donc il faut, c'est pour ça que je l'ai dit, lorsque vous voulez impacter votre pays, vous vous prêtez au compromis, au dialogue et à la concertation. Et lorsque vous refusez tout ça, certaines situations vous surprennent. Disons que j'ai cru comprendre que la Constitution serait prête et qu'elle serait en relecture avec les parlementaires. C'est à eux qui vont nous fixer le délai de mise en connaissance des populations. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de problème, parce que le chef de l'État lui-même a annoncé que c'est d'ici la fin de l'année qu'on aura le référendum sur ça. Or, on a besoin juste que de 30 jours pour faire la campagne du référendum. Donc, nous ne sommes pas en retard sur cette question-là. Je pense que les choses seront là. Ce qu'il faut faire, c'est que l'ensemble des acteurs politiques qui veulent impacter ça reviennent et vont. Mais quand vous lisez leurs déclarations, c'est étonnant. Ils disent non, il faut revenir à la Constitution de 2010. Ouais. Si cette Constitution avait des vertus qui empêchaient ce qui est arrivé à notre pays, on l'aurait mis en exécution. Je pense que ça, c'est pas... On a tourné cette page. Il ne faut donc pas ramener les gens à cette idée-là. Une nouvelle Constitution a été réécrite, il faut attendre de la voir, apporter les critiques et les suggestions nécessaires pour son amélioration, et essayer d'aller d'avant. Il ne faut pas toujours nous ramener à des points conflictuels qui ne servent strictement à rien qu'à créer des tensions politiques ou sociales dans le pays. Ce fichier comporte les germes de la division et des conflits dans notre pays. Il ne répond absolument pas à des critères. Quand vous voyez des pays comme le Sénégal, le Mali, les pays limitrophes, pourquoi leurs fichiers électoraux ne font pas débat? La Côte d'Ivoire. Parce que les pays-là ont pris le temps de construire des fichiers électoraux qui sont adossés aux fichiers d'état civil. C'est tout. Lorsque les deux sont liés, il n'y a pas de débat sur ces fichiers-là. Quelle que soit la qualité que vous pouvez dire aux élections, le débat va être ailleurs, mais ce n'est pas sur les fichiers électoraux. La plupart des pays africains ont réglé cette question. Pourquoi la Guinée, on souhaite toujours qu'on fasse de l'approximation pour régler une question immédiate et puis qui va comporter encore les germes de la division de demain? On a déjà fait ça en 2010.
En 2010, lorsqu'on est arrivé ici, on a bousculé le régime militaire de Dadis qui était là et de Sekouba pour leur demander de prendre à l'époque le fichier de la SAGEM, de le toiletter vite fait et d'aller aux élections. Ce qu'on a fait au premier tour, c'était une catastrophe. Au premier tour, c'était une catastrophe. Près de 47% des électeurs ne pouvaient pas voter. À Gawal, à l'époque, on avait 80 000 électeurs. Il n'y avait pas 12 500 qui étaient en situation de régularité. Et avec les alphanumériques, on était à moins de 30 000 qui ont pu voter. Donc plus de 50 000 n'ont pas pu voter pour des raisons diverses. Et c'est ce qui a amené qu'on réajuste les bureaux de vote entre les deux tours. Parce qu'il y avait beaucoup de localités qui étaient oubliées, où les gens, on ne savait pas qu'il y avait deux villages voisins, mais il y avait un gros fleuve entre les deux qu'on ne pouvait pas traverser en période de crue. Et donc, il y a eu beaucoup de réajustements. Ça nous a amené à remettre encore sur le marché, je crois, 1500 ou 1700 bureaux de vote à l'époque. Et puis, on a continué à traficoter le même fichier, 2010, 2013, législative. Et puis, Weimar qui est arrivé, on s'est mis là-dedans. 2015, on s'est mis là-dedans. Qu'est-ce que ça a amené? Que des tensions. Que des tensions et des morts. Il faut arrêter. Je pense qu'il y a un certain nombre de formations politiques qui ne doivent pas s'associer à ça. Ne doivent pas aujourd'hui dire de revenir au fichier de 2010. Quand même, il y a eu des gens qui sont morts contre ça, qui se sont opposés à ça, souvent à l'appel des partis politiques. Nous-mêmes, nous étions à l'avant de ça. Moi, je ne peux pas accepter, à titre personnel, qu'on dise aujourd'hui de ramener ce fichier pour lequel beaucoup de nos compatriotes ont perdu la vie. À quoi ça aurait servi? Il faut faire attention. On veut bien qu'il y ait des élections, on veut bien aller de l'avant, mais si c'est là, ce qui reste, c'est de dire ramenez-nous le pouvoir d'Alpha Condé. C'est la seule chose qui reste dans toutes les demandes qui sont formulées. Il faut éviter ça. Les gens, légitimement, peuvent avoir des frustrations, peuvent avoir des mécontentements par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut inviter sur la table ce qui a été à l'origine, même des tensions qui ont conduit à la rectification de 2021. Il faut éviter ça. Moi, je pense qu'on a d'autres alternatives. C'est de travailler pour qu'il y ait le RAVEC, pour que notre fichier électoral soit extrait de notre fichier d'état civil, comme ça se fait partout. Comme ça, on n'a pas chaque année à faire des choses qui vont nous amener encore dans des tensions politiques et des tensions sociales. Toutes les questions se feront autour d'un dialogue. Quand vous restez en dehors de la cour, vous allez beau hurler, personne ne vous entendra à l'intérieur de la maison. L'abandon des poursuites contre tel ou tel, il y a 2 ou 3 personnes ou 10 personnes qui sont concernées dans tout ça. Mais il faut savoir aussi quel est le signal que nous envoyons. C'est peut-être facile pour eux de dire abandonner les poursuites contre Paul Pierre, c'est fantaisiste. Très bien. Mais alors, en ce moment-là, nous là, nos collègues avec lesquels nous étions ici, qui sont poursuivis, on va dire d'abandonner les poursuites contre eux et de nous préparer aussi à ne pas nous poursuivre demain. C'est tout. C'est-à-dire on va signer des papiers pour dire que finalement, quand tu es acteur politique, tu es hors justice. Quand tu es journaliste, quand tu es activiste de la société civile, personne ne peut te poursuivre, c'est fantaisiste. Ou bien, c'est de dire on renforce l'état de droit, y compris en imaginant qu'il peut être dans des dérives, mais y répondre. Le procès du 28 septembre, avec tout ce qu'on peut imaginer, c'est un traitement collectif de notre population. Imaginez si on avait dit c'est des acteurs politiques de l'époque, il faut abandonner les poursuites contre eux. On garderait qui en prison finalement? Quel est le sens qu'on ferait pour le procès du 28 septembre? S'il suffit de dire j'étais ministre, j'étais acteur politique, j'étais société civile, j'étais en responsabilité, tout ce que vous faites contre moi c'est fantaisiste. Il faut laisser aussi de la chance à la meilleure qualification de notre institution judiciaire. Cela passe aussi par faire un petit peu de sacrifice. Regardez à côté ce qui s'est passé au Sénégal. Je suis sûr que le Premier ministre Ousmane Sonko a dit et a imaginé que toutes les poursuites contre lui étaient fantaisistes. Mais il a répondu. L'opinion a jugé, finalement. Au-delà de ce que l'appareil judiciaire avait fait, l'opinion a jugé, a fait son verdict. Il faut aussi accepter souvent, nous, quand on a été poursuivis ici, moi j'étais persuadé, je n'ai jamais fabriqué d'armes en Guinée ou ailleurs. On nous a fabriqué de détention d'armes de guerre, tout ce qu'on a dit là, un chapelet de crimes. Mais on n'est pas parti. Moi j'ai pris ma valise, je suis allé à la justice. Tout ce qu'on a vécu, on l'a vécu ici. Mais le temps juge aussi.
Voilà, le temps juge aussi. Et donc si j'avais pris la fuite, comme et dire oui, c'est faux, donc je fuis, mais je n'allais pas permettre à certains de ne pas avoir le doute sur ma culpabilité, quel que soit le manière de traitement. Même si le 5 septembre était venu, certains allaient avoir le doute de culpabilité. Mais le fait qu'on ait tous, tout ce qui avait été incriminé, on est allé répondre à la justice. Le temps a permis de montrer que ce n'était pas raisonnable, les poursuites. D'autant mieux, jusqu'à la fin, on n'avait même pas été inculpé. Un an après, on ne savait toujours pas comment écrire sur nos papiers. Donc, à un moment donné, les hommes politiques doivent aussi contribuer à élever l'institution judiciaire dans leur pays, non pas à les affaiblir. Demander comme ça au gouvernement de décréter que tel ou tel ne seront pas poursuivis, c'est mieux que ce type de discussion puisse avoir lieu à un espace plus large dans le cadre d'un grand, vaste programme de reconstruction de ce pays, de reconstruction morale, politique et judiciaire. Donc c'est très important. Mais si c'est de dire, oui, on derrière la porte, dites que c'est avant que je vienne, c'est un peu trop facile et ça met en mal l'État. Qu'est-ce qui, selon expliquer cela? Parce qu'en fait, la réalité, je pense qu'elle est dans... La réponse est dans votre question précédente. Les problèmes des partis politiques en Guinée, ce n'est pas des problèmes de conduite de l'élection, ce n'est pas des problèmes de fichier électoral, c'est les poursuites judiciaires. Si demain vous dites qu'il n'y a pas de poursuite judiciaire, tout le monde sera autour de la table. Toutes les autres questions, on peut les discuter. Or, les questions des poursuites judiciaires, c'est des questions individuelles. Elles ne doivent pas primer sur les questions collectives. Nous devons parler d'élection, nous devons parler de transition, nous parlons d'institutions judiciaires et tout ça. Mais si vous me dites, moi je suis poursuivi, donc tel que moi, en tant que leader, je suis poursuivi, donc mon parti ne participe pas, ce n'est pas l'intérêt du parti qui est en jeu. Ce n'est pas l'intérêt du parti qui est mis en avant. Et encore une fois, on revient parce que c'est dans l'actualité. En Gambie, le président Barrow, le leader de son parti était en prison, enfermé. Je crois qu'il était que le comptable ou le trésorier. Ils auraient pu dire, nous, notre leader et beaucoup de nos responsables sont en prison, on ne va pas aux élections. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait, ils ont été aux élections. Avec celui qui était disponible, le trésorier, ils ont fini par gagner les élections. Quand nous étions enfermés, nous avions publié une tribune à l'époque qui a fait beaucoup parler, dans laquelle on disait qu'il était préférable d'aller au dialogue lorsque l'opportunité était offerte, sans mettre en avant notre situation d'incarcéré. Qu'il fallait aller au dialogue. Pourtant, c'est nous qui étions là. Moi, j'aurais pu dire ne partez pas au dialogue tant que je suis en prison. Mais c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit allez au dialogue. Si Alpha vous invite au dialogue, allez-y. Si vous avez l'opportunité du dialogue, allez au dialogue. C'est ce que j'ai dit à l'époque. Je maintiens ma position. Il faut, quand on vous tend la main du dialogue, la saisir. Toutes les autres questions que vous avez peuvent être autour de la table du dialogue. Mais si vous commencez à poser des conditions insolvables, vous faites du chantage à l'État. Et l'État ne supporte pas le chantage. Et tous les États. Je pense qu'il y a des mécanismes d'amener les sociétés à mieux dialoguer, à mieux s'entendre, parce qu'on est entre Guinéens. On n'est pas des étrangers les uns des autres. On est tous liés, soit dans le côté social ou politique. On est tous liés ici. Donc toutes les questions peuvent être autour de la table. En 2010, Alpha Condé était interdit d'être candidat, doublement, en raison d'une vieille condamnation par contumace au temps de Sékou, d'une condamnation à l'entrée compte suite à l'atteinte à la sûreté de l'État, et de l'âge, triplement condamné à ne pas être candidat. Mais le RPG n'a pas dit ça, d'enlever ça pour aller au dialogue. Ils ont été au dialogue. Et c'est au CNT, dans le cadre d'un accord global, qu'on a fait supprimer, proclamer l'amnistie pour tout le monde, etc., pour que tout le monde puisse aller au dialogue et à l'élection. Et c'est très important. Comment poser le sujet pour aller au dialogue est beaucoup plus important que souvent le sujet lui-même. Donc, moi, j'invite encore une fois les forces vives à se départir des conditions et de venir autour de la table. S'il y a des sujets, de leurs préoccupations qui veulent qu'ils soient discutés, la table sera suffisamment large et attentive pour les entendre et les accords sont possibles à tout point de vue. Mais de là à rester à faire des surenchères, ça ne sert à rien du tout. Ça fait perdre du temps à eux, ça fait perdre du temps au pays, ça fait perdre du temps et ça crée des distances dans les relations qui doivent pourtant être réduites